conventionnelle de consommation à cette éthique halal dont il parle. On sait que maintenant toutes les habitudes c'est un peu de consommer sans vérifier, sans qu'ils aient des étiquettes en quelque sorte. Oui, il faut juste comprendre que le halal est d'abord un principe de la foi qu'on a convoqué maintenant dans le monde du business, qui aujourd'hui doit avoir une dimension pas simplement religieuse, mais une dimension politique, économique très visible. C'est ce que nous notons face à cette bonne utilisation-là qu'en font les Occidentaux pour avoir une taille de marché assez importante. Le produit halal, maintenant, c'est 448 millions d'euros au plan mondial qui doit bénéficier aussi aux autres pays dans le cadre de la Oumma. Mais nous constatons que la plupart des échanges économiques et financiers est plus importante des pays musulmans vers les pays non musulmans. Alors qu'il est aussi important maintenant de recadrer effectivement pour moi cette orientation-là, pour faire de ce produit-là d'abord un concept de solidarité, un concept d'entraide, un concept de mise en place d'un cadre de business musulman pour profiter simplement 18% des échanges dans le monde arabe concernent l'Afrique subsaharienne par exemple, avec ces 240 mais bien sûr, je crois que ça c'est des choses à recadrer, c'est des choses à revoir maintenant, reprendre ce concept halal, à le faire approprier par effectivement les populations, le faire approprier par les États dans les pays africains pauvres, pour en faire maintenant des leviers de développement économique viables. Pour maintenant un peu augmenter la taille des échanges, essayer d'en faire maintenant un ferment entre pays musulmans, mais en faire aussi un bon levier économique, effectivement, et de développement. Oui, mais alors, qu'est-ce qui différencie les produits halal des produits conventionnels, par exemple, produits et services en quelque sorte? Comme on a dit, donc les produits ou bien services halal, ce sont des produits qui respectent la foi de consommateurs musulmans en premier lieu. Mais juste pour rebondir aussi sur ce que dit mon ami Djibril, donc par rapport le développement par rapport aux réalités locales africaines, donc il y a le volet financier aussi, parce que le halal c'est une manière de vivre. Donc le halal c'est pas uniquement la consommation alimentaire. C'est vrai que le marché de la consommation alimentaire il est très important, donc c'est au-delà de 600 milliards de dollars. Et vous devez savoir que le premier fournisseur des poulets qui sont consommés en Arabie Saoudite, c'est la France. Donc c'est un paradoxe quoi. Donc c'est un pays qui n'a pas, c'est des produits halal. Donc c'est une question certifiée halal. Donc là il y a un déséquilibre qu'il va falloir peut-être reviser et recadrer. Mais par rapport à la réalité dont il a parlé, donc la réalité africaine, donc la finance islamique aussi, ou bien je veux dire le système financier sur des bases islamiques pourrait être une alternative par rapport au système conventionnel. Et donc là l'Afrique subsaharienne elle a un besoin ou bien des défis de développement à relever. Et je crois qu'elle est temps de rediriger un petit peu le regard vers les pays de la communauté musulmane. Donc, parce que là où il y a des fonds qui sont disponibles, il y a beaucoup de fonds d'investissement, il y a beaucoup de programmes de développement, mais que malheureusement beaucoup de pays ne connaissent pas. Donc il va falloir, donc, pour revenir à la réalité, une réalité locale, donc il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Donc dans le domaine de la consommation alimentaire, c'est d'abord un devoir de transparence au niveau de l'information. Le consommateur il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il consomme comme produit. Ça c'est un devoir universel. En même temps, une deuxième dimension, c'est les défis de développement. Donc les défis de développement, donc là il va falloir, est-ce que les systèmes financiers qui sont en place, est-ce qu'ils sont adaptables, ou est-ce qu'ils sont adaptés à la réalité. Donc c'est vraiment ces deux dimensions principales. On ne va pas voir d'autres dimensions, donc, parce que comme je vous dis, le halal c'est une manière de vivre, c'est la cosmétique, c'est l'habillement, c'est beaucoup de choses, mais si on se limite rien qu'à ces deux dimensions, donc et l'alimentaire et le côté financier, je crois que ce sont deux dimensions qui sont très importantes sur lesquelles il va falloir faire beaucoup d'efforts. Est-ce qu'on peut parler donc d'éthique halal comme alternative à la crise de consommation ou alimentaire? Il pourrait être une alternative dans tous les cas, que ce soit pour la consommation, même pour le développement. Donc là, si on voit les foyers classiques de fonds qui servaient souvent à financer le programme de développement de l'Afrique, ça vient de l'Europe ou bien de l'Amérique du Nord. Alors qu'il y a des fonds normalement qui sont endormis dans des pays de l'OCI, donc que ce soit au Golfe ou bien au Moyen-Orient. Donc ça pourrait être une alternative. L'obstacle, c'est que souvent le cadre juridique n'est pas adapté à ces types de financement ou de produits en quelque sorte. Oui, est-ce qu'il faut adapter les législations Oui, il y a la législation d'abord qui est un obstacle effectivement effectivement c'est à corriger,
La finance islamique actuellement balèze de 1500 milliards actuellement, inutilisable pour les pays africains, musulmans, parce que tout simplement lié à des contraintes réglementaires. Je crois que c'est des choses qu'on doit corriger. Mais il faut aussi... Pour également l'expérience du halal, il faut également le changement. Oui, il y a beaucoup de choses comme ça, mais admettre d'abord que le simple halal, l'intégration de la finance halal dans l'économie a aidé beaucoup de pays à échapper de la crise financière actuellement. Alors que nous, en tant que pays musulmans, nous n'en profitons pas. Et nous sommes sur des bases réglementaires qui deviennent des obstacles même pour l'expansion de la finance islamique, par exemple, dans notre zone. Si nous voulons développer une économie islamique ouverte, une économie islamique profitable, il faut d'abord qu'il y ait un bon cadre, il faut qu'il y ait un bon cadre pour le business musulman, et l'outil de cette économie-là étant la finance islamique doit être recadré et replacé dans son contexte actuel. Faire profiter nos pays effectivement à ces investissements-là, faire profiter nos pays à ces renforcements de capacités-là pour aider tout simplement à une restructuration financière effective de nos entreprises, des programmes de mise à niveau, surtout dans la norme de la certification halal, c'est aussi important. Qui fait défaut, la formation. Effectivement, les renforcements, c'est d'abord essayer de les mettre à niveau sur la conception d'abord, essayer de les mettre à niveau sur la certification halal, essayer de restructurer aussi nos entreprises en attirant effectivement cette finance, cette manne financière-là, pour essayer de développer un autre cadre de business au niveau de nos pays qui peuvent effectivement avoir une bonne participation, une bonne position effectivement dans les usages au niveau de la Oumma mondiale. Maintenant, quels sont les domaines de cette éthique halal? Les domaines L'éthique halal, comme je vous dis, donc, si on se réfère par exemple au cadre occidental, donc là, par exemple, où je vis, dans tous les cas, où j'ai co-organisé avec un collègue sénégalais, donc le premier colloque sur le halal en Amérique du Nord. Donc, principalement, on se limite au vécu quotidien, donc c'est vraiment l'alimentaire. Mais si, comme Djibril l'a bien fait de l'évoquer, donc on se rapporte à la réalité, je veux dire, africaine principalement, c'est une réalité, je veux dire, ce sont des défis de développement. Donc la finance, vraiment, c'est une grande dimension sur laquelle il va falloir mettre l'accent, parce que je veux dire, en dehors de cette dimension, on ne peut pas vraiment développer donc, les pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, on a parfois l'impression que certains pays africains ne peuvent pas subvenir à leurs besoins essentiels en alimentaire, alors qu'on a beaucoup de denrées qui sont gaspillées. Pourquoi ? Ils sont gaspillés, donc si vous prenez la filière fruitière ou bien d'autres filières céréalières, donc il y a beaucoup de gaspillage, il y a beaucoup d'aliments qu'on jette faute d'unités de transformation. Donc pour développer d'unités de transformation, surtout des petites et moyennes entreprises, il va falloir chercher des fonds. Donc ces fonds-là, si on a des difficultés à les trouver en Europe et en Amérique du Nord, il va falloir les chercher ailleurs. Donc je veux dire, rien que sur cette axe-là, on peut faire beaucoup de choses. Donc il y a un business islamique, comme on dit. Oui, il y a un business, il y a un potentiel, il est là. Il y a un potentiel qui n'est pas exploité, malheureusement. Qui dort simplement 18%. C'est ça qui est effarant. Nous sommes pays musulmans. Nous devons créer des cadres d'échange qui doivent profiter à la Oumma en général. Mais le constat est avéré qu'il est beaucoup plus facile d'entrer des relations commerciales entre pays musulmans et non musulmans qu'entre pays musulmans. Donc, il nous appartient, nous, en tant qu'Africains, d'abord de créer cette stratégie-là, d'avoir notre position sur cette plateforme-là, mais essayer de développer aussi d'autres stratégies d'investissement. Pourquoi? Parce qu'attirer aussi l'investissement des pays arabes signifie autre chose. C'est créer des conditions d'accueil de ces fonds-là, des conditions de participation dans les entreprises, de financement des PME, financement de l'industrie et même les collectivités locales en termes d'investissement, mais aider aussi ces pays-là à développer des stratégies de mise en place d'entreprises à l'export. Et ça va être beaucoup plus compliqué parce que ne vous dites pas que c'est la caverne d'Ali Baba. La Sésame, c'est la certification. Il faut être aux normes de la certification pour effectivement avoir sa place dans les gens au niveau mondial. Donc il est important qu'on requalifie ces relations d'échange entre pays Oumma, de la Oumma d'abord, qu'on requalifie cette position en tant que pays africain avec tout ce que cela représente comme marché pour avoir aussi notre mot à dire. Essayer d'attirer les investissements, développer des stratégies de fortifier nos entreprises parce que ne vous en faites pas, nos entreprises meurent à la gestation, parfois par défaut de crédit.
les crédits sont rares. Comment mettre en place de bons dispositifs, un très bon dispositif d'attirer ces fonds-là? Moi, je parlerai d'un espace de réseautage ou de convergence, par exemple, entre les entrepreneurs et les financiers du monde musulman. C'est ce qui se fait. Parce qu'on veut, à partir de Dakar, développer cette synergie, cette stratégie de réseauter. Comment? Les politiques. Concrètement, comment? Mais concrètement, on veut démarrer avec un salon. Un salon international. Sur quoi, le salon? Le salon, c'est un salon international du business musulman à Dakar pour l'espace UMOA. Dakar sera la porte où il y aura cette plateforme où seront invités les politiques, les économistes, les financiers, les porteurs d'affaires du monde musulman qui viendront exploiter les potentialités de développement, par exemple, au Sénégal et dans la sous-région. Et dans ce point de vue, ce sont des Africains, des Sénégalais, des Canadiens qui effectivement ont des spécialistes, diverses spécialités qui effectivement essaient un tout petit peu de défricher les différents secteurs à fort potentiel économique dans cette zone-là pour pouvoir attirer les investissements. Mais ça, il faut ce qu'on appelle Sharia Board. Il faut qu'on ait également des gens spécialistes d'un peu du Coran, des principes de l'islam. C'est ça, moi, Djibril, quand il m'a parlé dans tous les cadres de salon, je trouvais l'idée, elle est très bonne. Donc, l'idée, comment on l'a adaptée au contexte local, c'est ça ce qui fait vraiment la particularité, comme je vous dis. Comment c'est ça revenait. Pourquoi le choix de Dakar, surtout pas? Non, mais Dakar, ça peut être le choix du comité de pilotage, comment il choisit Dakar. Mais juste par rapport au concept, moi, je trouvais que c'était choisi d'une manière très intelligente. Si ça a été, par exemple, à nous, donc en Amérique du Nord, donc on va plus se focaliser sur l'alimentaire. Là, non, il se focalise sur des problèmes de développement. Donc il parle d'un salon de business, pas de halal ou quoi que ce soit. C'est de business musulman où ils veulent créer un espace de réseautage entre acteurs locaux et des bailleurs de fonds ou bien investisseurs venant des pays musulmans. Je trouve que l'idée, elle est vraiment originale. Je crois que c'est la première fois même dans l'espace. Et Dakar, je crois Dakar, même, je veux dire, je crois rien que la session précédente, je crois c'est le Sénégal qui présidait l'OCI. Et je crois voilà, je crois le Sénégal, il est bien placé vraiment pour vraiment ouvrir la porte, pour faire le lien entre, on va dire, le monde musulman du Nord et l'Afrique subsaharienne. Il a tous les atouts vraiment. Est-ce qu'il y a un chronogramme sur le truc? Je crois que Djibril pourrait en parler par rapport à... Oui, il y a un chronogramme qu'on devrait respecter. C'est-à-dire, pour rebondir sur ça, c'est assez important qu'il y ait maintenant même une position de nos États sur la valorisation du halal, en faire un levier de développement économique. C'est assez important. Nous avons entendu le président Macky Sall qui, lors du dernier sommet, a demandé à ce que cette solidarité islamique-là se concrétise par des échanges et le halal soit en être l'espace et non seulement l'arcade. Donc il est assez important, par exemple, de développer cela. Alors ce que nous voulons, nous, en tant qu'initiateurs de ce programme, de ce projet, c'est d'abord aller à un atelier de validation. L'atelier, c'est au mois de mars, à la fin du mois de mars, où seront invités des sommités mondiales sur le halal, sur l'économie islamique, des spécialistes, des investisseurs des pays arabes qui viendront au Sénégal prospecter, essayer de réaliser au moins des contrats de confidentialité et de partenariat avec des entreprises sénégalaises demandeuses de crédit pour le développement. Cet atelier-là sera un atelier de validation de la feuille de route en allant vers le salon qui sera organisé au mois de novembre 2013. C'est un cadre que nous allons mettre en place pour développer des stratégies d'abord de communication, de large communication sur le halal, développement d'appropriation du concept dans nos zones, parce que n'oublions pas que ce concept-là est assez limité chez nous. Les gens croient que ça se limite juste à la charcuterie, alors que maintenant, c'est comme l'a dit Boisa, c'est un way of life. Le halal, maintenant, c'est un levier économique extrêmement important et effectivement à mettre à propos. Je crois juste par rapport à la brochure que j'ai vue aussi tout à l'heure, qu'il y avait même des acteurs gouvernementaux qui font partie du comité de pilotage. Et ça aussi, c'est une particularité. Parce que d'habitude, je crois, les salons professionnels, c'est une initiative de privé. Là, on a une initiative qui vient, je veux dire, d'un certain nombre de personnes, de privés, mais à laquelle on fait adhérer des acteurs publics et des acteurs au niveau international. Donc, et ça, je trouve l'approche, elle est très intéressante. D'abord, il faut... Voilà. Les finances. Je crois que c'est ça. Les associations professionnelles aussi. Dans le dispositif de pilotage de ce salon. Par exemple, c'est un ministère en charge un tout petit peu de pousser la réflexion sur la réglementation, par exemple, sur l'utilisation de la financiation dans l'espace. Je crois que c'est par exemple un partenaire
très solide dans ce que nous sommes en train de faire et qui effectivement est en train d'aider à ce que d'abord ce que nous sommes en train de faire s'approprie d'abord par les populations sénégalaises, s'approprie par l'institutionnel au Sénégal pour maintenant développer des stratégies, maintenant de le faire approprier aux pays membres de la OMA et aux pays membres aussi de la CEDEAO. Souvent pour réussir de tels projets, il faut des répondants, en quelque sorte, des gens capables de faire le suivi. Est-ce que sur le plan formation, il n'y a pas des projets, il n'y aura pas de projet, par exemple, pour un peu avoir des cadres spécialistes de ces différentes questions-là? Je crois que la question que vous soulevez, donc, elle est très importante, très intéressante, parce que vous avez beau normalement faire venir des bailleurs de fonds, mettre en place des projets, mais si vous n'avez pas les compétences locales pour prendre, ou bien pour prendre en charge, ou bien pour le suivi, ça, on passe à côté des objectifs. Et je crois donc, avec les discussions que j'ai eues avec... Il y a la concurrence. En France, vous avez ce qu'on appelle la finance conventionnelle, vous avez également la consommation conventionnelle qui résiste également. Oui, je vais me parler même... Et qui n'a pas intérêt à ce que cette... Je me parlais même tout à l'heure qu'il y a même un volet formation qui va être normalement couvert durant cette manifestation. Je trouve ça aussi très important. Moi, ce que je remarque aussi, je veux dire, pas uniquement pour le salon, mais que les pays musulmans dans l'Afrique subsaharienne, à mon avis, ils sont sous-représentés dans les instances internationales du monde musulman, que ce soit l'OCI ou bien les structures affiliées. Et il est temps, je crois, de former des compétences locales sénégalaises qui puissent normalement partir à l'international pour acquérir de l'expérience dans l'OCI et des structures affiliées. Je crois que ça aussi, c'est un point sur lequel il va falloir mettre l'accent. Le salon ne sera pas un colloque, ne sera ni un séminaire, comme on l'a dit, c'est un salon professionnel où on va initier des face-to-face. On va initier des cadres d'échange, de partenariats solides qui peuvent effectivement prospérer. Pourquoi? Parce que entre pays investisseurs et pays qui veulent les crédits, je crois qu'il faut juste qu'il y ait la main de l'institutionnel là-dedans, la volonté politique là-dedans, pour qu'il y ait effectivement une concrétisation de ce que nous voulons faire. Généralement, c'était des cadres où c'était effectivement... où il n'y avait que vraiment on ne faisait que parler, excusez-moi du terme, mais nous voulons vraiment que ce salon-là soit un salon technique, avec des face-to-face réalisables, des signatures de contrats de confidentialité effectifs, pour que d'ici au moins, d'ici quelques années, qu'on sentait que le salon de Dakar a apporté ses projets. Voilà donc, il y a de l'espoir. Voilà donc, mesdames et messieurs, qui m'a fait à cette émission Croyances et réalités, qui a été consacrée à l'économie islamique ou à l'éthique halal. Nous avons donc examiné avec nos participants des modalités d'application de cette halal, mais également ce qui différencie les produits halal des produits conventionnels. Merci et à la prochaine.